Les amis, aujourd'hui nous aurons une discussion importante et intéressante. Installez-vous confortablement, car je vais vous guider à travers une série de faits dont certains, bien sûr, vous sont déjà connus. Mais aujourd'hui, nous allons les organiser en une chaîne claire et compréhensible. Souvent, on me dit que les États-Unis d'Amérique ont agi comme la Russie. En quoi, par exemple, la guerre en Iran diffère-t-elle de celle en Ukraine ? Je répondrai volontiers à cette question car il y a une différence. La deuxième question qu'on me pose tout le temps, c'est que se passera-t-il si Donald Trump n'arrive pas à changer le régime en Iran ? Que se passera-t-il s'il, comme on le dit, perd ? Je veux tout de suite répondre ici que Donald Trump n'a jamais fixé un tel objectif. Donald Trump a dit à plusieurs reprises qu'il serait très bien si les ayatollahs quittèrent l'Iran et que le peuple décidait lui-même du mode de gouvernance de son pays. Oui, Donald Trump pose des conditions strictes, mais il dit qu'il ne reculera pas tant que l'Iran n'acceptera pas les conditions que nous leur proposons. Mais jamais, je le répète encore une fois, jamais il n'a dit que le but de nos actions militaires était un changement de régime. Analysons tout depuis le début jusqu'à aujourd'hui et essayons de réfléchir à la façon dont cette journée va influencer le plus grand événement de cette année, à savoir les élections de novembre au Congrès. L'Iran a menacé le monde pendant des décennies, par le cauchemar nucléaire, le terrorisme, le chantage au pétrole. Et maintenant, le président Trump dit « ça suffit ». L'opération Epic Fury est en cours. Aujourd'hui, nous allons examiner point par point comment ces événements vont influencer les élections de novembre. Si vous voulez une Amérique forte, restez jusqu'à la fin pour savoir pourquoi Trump fera encore de nous des gagnants. L'Iran se préparait depuis longtemps à frapper. Des milliers de missiles balistiques visaient Israël et des installations pétrolières dans les pays voisins, l'Arabie Saoudite, les Émirats et d'autres pays. La Russie soutenait activement ce plan, comprenant parfaitement qu'en cas d'une telle guerre, le prix du pétrole grimperait à $150 le baril, ce qui rapporterait naturellement d'énormes revenus à Moscou. Les Iraniens avaient caché à l'avance une part importante de leur production, dans des entrepôts profondément enfouis dans les montagnes, estimant que de tels sites étaient impossibles à détruire, même avec les bombes les plus puissantes. De nombreux lanceurs, russes, chinois ou locaux, étaient encamouflés et abrités sous terre dans des bunkers et des tunnels. Il comptait que même après une frappe de représailles d'Israël et des États-Unis, il leur resterait suffisamment de missiles pour infliger de sérieux dégâts à plusieurs bases américaines dans la région et causer un maximum de dommages aux cibles civiles en Israël. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à dire ouvertement qu'ils frappent des cibles civiles. Voilà la principale différence. La coalition Israël-États-Unis peut accidentellement toucher des civils lors d'opérations ciblées. Et les barbares, ce sont ceux qui visent délibérément la population civile, équipant des missiles d'ogives conçus précisément pour tuer le plus grand nombre de personnes innocentes possible. La principale différence entre la guerre de la Russie en Ukraine et la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran réside dans leur approche envers les civils. Nous, la coalition États-Unis-Israël, ne frappons pas les hôpitaux, les théâtres, les jardins d'enfants, les marchés et les quartiers résidentiels. Notre objectif est de détruire l'infrastructure militaire de l'Iran, de priver le régime de la possibilité de menacer ses voisins et le monde, de rendre l'Iran moins agressif et, en fin de compte, d'obtenir la paix par la force. Nous cherchons à gagner la guerre avec un minimum de pertes civiles. L'Ukraine agit de manière fondamentalement différente. Elle attaque et terrorise délibérément la population civile. Les frappes contre les immeubles résidentiels, les écoles, les maternités, les théâtres, les hôpitaux et les marchés ne sont pas des erreurs accidentelles, mais une stratégie délibérée. Le but est de tuer le plus de civils possible. Briser la volonté du peuple, semer la terreur et forcer les Ukrainiens à se rendre par peur et par désespoir. La Russie utilise la terreur contre les civils comme un instrument de guerre pour démoraliser et briser la résistance. C'est une différence fondamentale. Un côté, que ce soit la Russie, l'Iran, les défenseurs ou les assaillants palestiniens, fait la guerre à la population civile, terrorise et détruit la population civile comme partie intégrante de sa doctrine militaire. L'autre combat l'agresseur en minimisant les dommages causés aux innocents. Qu'est-ce que l'Amérique voulait de l'Iran ? Pour que l'Iran cesse d'être la principale menace pour la paix.
Dès son premier mandat, Trump a averti. Le programme nucléaire, les missiles balistiques, le soutien aux terroristes comme le Hezbollah et les Houthis, c'est la ligne rouge. D'ailleurs, chez tous les présidents américains disaient la même chose, mais quand les Iraniens atteignaient plutôt la ligne rouge, il ne se passait rien. Nous voulions que l'Iran renonce à l'arme nucléaire pour une raison très simple. Parce que contrairement à tous les autres, il répétait en chaque jour, et nous croyions que dès qu'ils l'auraient, ils commenceraient à l'utiliser. Sur la planète Terre, l'utiliser, sur notre planète commune. Et nous voulions aussi que l'Iran cesse de financer le terrorisme mondial. Voilà, l'Iran et la Russie sont deux, la Russie est probablement le premier, l'Iran pour ainsi dire le deuxième plus grand sponsor des activités terroristes dans le monde entier. Contrairement à Obama, qui a préféré l'Iran à Israël, Trump a renforcé le partenariat avec Israël, le seul pays au monde qui a rendu aux États-Unis plus qu'il n'a reçu en argent. Par le renseignement, par la technologie, par l'innovation. Pourquoi l'Amérique a-t-elle travaillé ? L'Amérique est allée faire la guerre contre l'Iran. L'Iran attaquait nos soldats depuis des années. Par l'intermédiaire de ses proxys, il menaçait de fermer le détroit d'Ormuz, mettant 20% du pétrole mondial sous la menace. Trump, en tant que véritable homme d'affaires et leader, a compris. Il vaut mieux frapper le premier que d'attendre. Ce n'est pas de l'agression, mesdames et messieurs, c'est la paix par la force. Peace through strength. Israël était devenu un partenaire clé, ayant prouvé qu'il était un allié hautement efficace et fiable. Israël a pris en charge plus de 50% des tâches, et les États-Unis ont aidé avec du matériel et des missiles. Un échange équitable, soit dit en passant. Israël a fourni des renseignements et des innovations technologiques. Obama, lui, ne voulait pas aider Israël, préférant l'Iran. Et il le forçait même pour humilier ce détestable Bibi. Il obligeait Netanyahou à entrer à la Maison-Blanche par l'entrée de service, par la cuisine, et à attendre tout seul, le président lui-même. Donc, comme on dit chez nous, le premier noir. En réalité, il est le premier. Sa mère est russe, sa mère est blanche, et son père est noir, un métis. Le premier président métis des États-Unis d'Amérique dînait avec sa famille. Humilier Israël. Quelles missions ont été confiées aux militaires ? Les missions sont claires et réalisables. Détruire les installations nucléaires, les missiles balistiques, les drones, la flotte et la production d'armes. Affaiblir les régimes de ayatollah pour que le peuple iranien voie une chance de liberté. Détruire les poseurs de mines dans le détroit d'Ormuz pour que le pétrole circule librement. Trump a appelé cette opération Epic Fury. Et c'est vraiment une force épique. Citation du ministre de la Défense Exet. Non, mais toi, nous rendons l'Iran incapable de combattre. C'est la tâche principale que le président a confiée à nos forces armées. Dans quelle mesure ces tâches ont-elles déjà été accomplies ? Au 12e jour, brillamment. La flotte de l'Iran a été détruite. 16 poseurs de mines ont été coulés. Les installations nucléaires sont en ruine. Les missiles et les drones ne volent plus. Trump lui-même a dit « Il ne reste pratiquement plus rien à bombarder. Nous sommes en avance sur le calendrier pour que vous compreniez. Nous avons des semaines d'avance sur le plan. Comme le dit le proverbe, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. » L'Amérique s'est levée tôt et avec force. 5000 cibles ont été détruites. Israël s'est montré comme un partenaire très efficace, assumant plus de 50% de la charge, en échange, comme je l'ai déjà dit, de l'équipement américain. Oui, et des missiles, bien sûr. Les objectifs ont-ils changé au cours des opérations militaires ? Les objectifs se sont adaptés, pour une efficacité maximale. C'est le signe du génie de Trump. Au début, l'accent portait sur le désarmement total et l'affaiblissement du régime. Désormais, la priorité est la destruction totale de la puissance militaire pour que l'Iran ne puisse plus menacer. Changement de dirigeant à Téhéran, le fils de Khamenei. Cela ne change rien à l'essentiel. Nous ferons en sorte que le nouveau régime fasse des concessions. Parce que Trump excelle dans la négociation. Casse, puis négocie. Aucun chaos, comme sous Biden, juste du calcul. Quelles sont les chances que l'Amérique parvienne à atteindre ses objectifs ? Les chances ? Eh bien, disons-le ainsi, 100%. Mais comme je n'aime pas dire 100,
Disons plutôt 99,9999 et encore quelques 9 après cela. Les États-Unis dominent dans les airs. L'Iran perd tout, la flotte, la défense aérienne, les missiles. Trump, nous avons déjà gagné à bien des égards. Ce qui est vrai. Nous avons déjà gagné à bien des égards. Des experts, comme le sénateur McCormick, disent que les objectifs sont proches d'être atteints. Ce que fait et continuera de faire l'Iran. L'Iran résiste désespérément. Il pose des mines dans le détroit, lance des drones, appelle au djihad. Mais c'est l'agonie. Leurs capacités s'amenuisent. Ils cachent ce qui leur reste dans les villes en utilisant des groupes par procuration. Donald Trump prédit « Cela se terminera bientôt ». Il dit « Très bientôt ». Il ne reste pratiquement plus rien. Quelles options avons-nous ? Il n'y en a qu'une. Déclarer la victoire. Arrêter les frappes, parce que les objectifs ont été atteints. L'Iran est brisé. Pour les 10 à 20 prochaines années, ils ne pourront rien produire de ce qu'ils avaient déjà presque prêt maintenant. La deuxième option. Obtenir des concessions politiques, c'est-à-dire ne pas arrêter les bombardements et l'offensive tant qu'un accord nucléaire n'aura pas été signé. La fin de la terreur et le marchandage pendant la guerre. Autrement dit, laisser la clique existante, le gouvernement ou le groupe au pouvoir. Et espérer qu'avec l'aide des inspections et autres, nous tiendrons le plus longtemps possible pour qu'ils ne recommencent pas tout cela. Troisièmement, s'il faut continuer jusqu'à la capitulation totale, mais Donald Trump n'autorisera pas une guerre éternelle. La meilleure option reste une victoire rapide pour la prospérité américaine. Et d'ailleurs, c'est Lastony, si la vérité compte pour vous et que vous voulez que plus de gens l'entendent, alors cliquez sur la cloche. Tout de suite. L'algorithme YouTube détectera l'activité et mettra la vidéo en avant. Abonnez-vous, donnez votre avis dans les commentaires, surtout si vous avez une question sur la guerre. Votre voix, mesdames et messieurs, compte. L'attitude de l'électeur américain envers cette guerre. Les patriotes soutiennent. Les républicains voient Donald Trump comme un défenseur. Les sondages montrent que la base du parti républicain soutient. Si cela finit en 3 semaines, Donald Trump sera perçu en héros et sa popularité augmentera. Si ça dure plus, le soutien de sa base devrait rester. Le peuple comprend. Sécurité, carburant, bon marché. Les médias mentent et sèment le doute. Les vrais Américains soutiennent Donald Trump. La réalité montre que le peuple est, disons, indépendant et modéré. Nous avons déjà parlé de la base. Donald Trump est sceptique. Les sondages de CNN, Quinn et Peck indiquent qu'environ 53 dans un sondage, 59 autres Américains sont globalement contre la guerre. Même chez les partisans de Donald Trump et ceux craignant un conflit long, le souvenir de l'Irak et de l'Afghanistan persiste. Si la guerre dure des mois, Donald Trump pourrait perdre le soutien des indépendants. Donc 61% des indépendants sont contre, selon NPR. Un sondage. Cela pourrait entraîner la perte de 10, voire même 12 sièges à la Chambre pour les républicains. Donc, Brookings dit que les démocrates pourraient dû prendre le contrôle de la Chambre, surtout si en plus d'une guerre prolongée, l'économie en souffre. Quelle influence cette guerre a-t-elle déjà sur la vie aux États-Unis d'Amérique ? Une hausse temporaire des prix de l'essence. Mais c'est un investissement pour l'avenir. Trump dit un petit prix à payer pour la sécurité. Bientôt, dit-il, les prix baisseront en dessous de ce qu'ils étaient. Les actions se redresseront. L'économie prospérera. Espérons-le. Un proverbe dit « À quelque chose malheur est bon ». La guerre apportera la prospérité. Si les prix restent élevés longtemps. Eh bien, en ce moment, c'est entre 3,48 et 3,58 par gallon. 15 voire même 16% d'augmentation en une semaine, je crois. La population va réagir négativement. Les sondages montrent que 55% de la population considèrent cela comme un coup dur pour leur portefeuille. L'inflation pourrait à nouveau augmenter jusqu'à 3 à 4%. Qu'est-ce qui accentuera le mécontentement chez la classe moyenne et les indépendants ? Les partisans de Trump pourraient le tolérer, le jugeant nécessaire. Mais le peuple, surtout dans les États clés, pourrait se détourner. Comme en 2006 avec l'Irak, quand les républicains ont perdu le Congrès. La majorité à cause de la guerre et de l'économie. Comment tout cela va-t-il se refléter sur le vote au mois de novembre ? Fin rapide de la guerre. Triomphe. Les républicains écrasent l'opposition. Trump, le sauveur. Guerre prolongée. Les sondages chutent.
D'ailleurs, le soutien à la guerre n'est pas si élevé en ce moment, d'un tiers à la moitié de la population, selon les sondages de NPR et Fox. Cela réduira la volonté de voter pour les républicains, si cela continue. Les corps, les cercueils, comme on dit, arrivent, même en petit nombre, mais ils arrivent. Et l'économie n'est pas très forte. Une fin rapide augmenterait immédiatement l'enthousiasme de la base du GOP, des républicains. Mais la réalité est ainsi. Même les partisans peuvent se refroidir si les prix de l'essence ne baissent pas. Quel facteur influencera le plus les résultats des élections de novembre ? La réalité. Eh bien, selon Brookings, la politique et la popularité de la Maison-Blanche. C'est l'économie, numéro 1. L'inflation, les prix de l'essence, les emplois menacés à cause de la chaîne d'approvisionnement. Deuxièmement, c'est la guerre. Si cela continue, c'est négatif pour les républicains. Perte de la Chambre. Eh bien là-bas, 49 à 50 sièges au Sénat selon les prévisions, pour le GOP, pour les républicains. D'autres problèmes. L'immigration. Le mur aide mais ne résout pas. L'avortement divise, le climat est secondaire. Loi Sauver l'Amérique. C'est pour exiger une pièce d'identité pour voter. Trump insiste, les démocrates résistent. Si la loi est adoptée, cela mobilisera la base, c'est-à-dire les républicains. Eh bien, probablement 5 à 10% de personnes en plus viendront voter, s'ils voient que le vote sera honnête. Mais cela peut décourager les indépendants et les démocrates. Parce que toute la presse ne cesse de crier à la suppression des votes. On comprend bien sur quoi cela se base, mais ils crient quand même. Tout le monde pense, il n'y a pas de fumée sans feu. Et potentiellement, si cela n'est pas adopté, c'est une perte de 5 à 7 sièges. En résumé, la guerre, la loi et l'économie. La guerre est directement liée à l'économie. Une guerre, surtout prolongée, est néfaste. Ce qu'il prépare s'apparente à des nuages à l'horizon. Ensuite, il y a l'économie. Et deuxièmement, voilà, pour ainsi dire, rien ne marche. Ils essaient, mais ils ne font rien, ces républicains. Ils n'arrivent à rien, ils n'emprisonnent personne. Et tout continue dans le même désordre qu'avant. Pourquoi les avons-nous élus ? Eh bien, le peuple n'est jamais illogique. Illogique, non. Non. Comment dire cela plus précisément, hein ? Illogique, illogique. Conclusion brève. L'Amérique sous Trump voulait la paix et la sécurité face à l'Iran. Et elle y parvient. Objectif brillamment atteint, chance de succès maximale. L'Iran s'affaiblit. Une guerre, qu'elle soit courte ou longue, mène à la victoire. Dans les deux cas, les électeurs soutiennent le leader. L'économie et le Save America Act, cet acte est la clé du triomphe de novembre. La réalité, c'était plus complexe. Les sondages montrent que 53 à 59% sont contre la guerre. L'économie est sous pression. Cela signifie que le pétrole, le gaz et l'essence ont augmenté de 16% en une semaine. Les républicains risquent de perdre la Chambre. La Chambre des représentants, la Chambre basse du Congrès. Mais une fin rapide et une économie forte pourraient renverser la situation en faveur des républicains. Un examen détaillé des différences entre la guerre en Iran et la guerre en Ukraine. Il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'une opération militaire ciblée menée par la coalition États-Unis-Israël contre l'infrastructure militaire du régime. Des sites nucléaires, des bases de missiles, des dépôts d'armes, la flotte, des lanceurs et la production de drones. L'objectif était de priver l'Iran de la capacité de menacer ses voisins, Israël, les routes pétrolières mondiales, de forcer le régime à faire des concessions et de réduire son agressivité. C'est une guerre contre la machine militaire, et non contre le peuple iranien. En Ukraine, la Russie mène une agression à grande échelle contre tout le pays. Son objectif est de détruire l'Ukraine et la souveraineté ukrainienne. S'emparer des territoires, briser la résistance du peuple et soumettre l'Ukraine. La Russie ne cache pas qu'elle considère l'Ukraine comme une partie de son territoire historique. Mais les Ukrainiens disent que le contraire. La Russie fait partie de notre espace historique. Les Ukrainiens sont considérés comme des Russes égarés, qu'il faut rééduquer ou, si cela ne fonctionne pas, éliminer. Les États-Unis et Israël utilisent des armes de haute précision, en avertissant à l'avance des frappes lorsque cela est possible. Ils évitent de frapper les hôpitaux, les écoles, les crèches, les marchés, les théâtres et les quartiers résidentiels. Des victimes civiles accidentelles sont possibles dans toute guerre, mais ce n'est ni l'objectif ni la stratégie.
La coalition minimise les pertes civiles afin de ne pas donner à l'Iran d'arguments moraux et de ne pas affaiblir le soutien des alliés. La Russie en Ukraine utilise consciemment et systématiquement la terreur contre la population civile comme principal instrument de guerre. Les frappes contre les maternités, les hôpitaux, les écoles, les théâtres, les marchés, les immeubles résidentiels, les jardins d'enfants et les infrastructures énergétiques ne sont pas des erreurs, mais une politique délibérée. La Russie bombarde des cibles civiles pour semer la peur, briser la volonté du peuple, forcer les Ukrainiens à se rendre ou à fuir. Démoraliser l'armée, la population, les meurtres de masse, la torture, la déportation des enfants, la destruction des villes. Messieurs, ce n'est pas un effet secondaire, mais une stratégie. La coalition en Iran se bat pour vaincre la menace militaire et rétablir la stabilité dans la région. Nous voulons que l'Iran devienne moins agressif, qu'il renonce à ses ambitions nucléaires, à son soutien au terrorisme et que la guerre se termine le plus rapidement possible. La Russie en Ukraine se bat pour détruire l'Ukraine en tant qu'État et en tant que nation. Elle utilise la terreur contre les civils comme principal moyen d'obtenir la capitulation. La Russie ne cherche pas à mettre fin rapidement à la guerre. Elle a intérêt à prolonger le conflit, à détruire les infrastructures et à maintenir la population dans une terreur constante. C'est la différence fondamentale entre une guerre contre un régime terroriste et une guerre visant à anéantir tout un peuple. Mes amis, l'Amérique sous la direction de Trump brisera la menace iranienne, forcera le régime à faire des concessions, à accepter le contrôle nucléaire, la fin du terrorisme et un Moyen-Orient stable. Le carburant deviendra moins cher, l'inflation baissera, la vie redeviendra prospère. Comme l'a dit le président, nous rendrons sa grandeur à l'Amérique, et même mieux, j'y crois personnellement. Si vous êtes d'accord, likez, commentez. Nous rendrons sa grandeur à l'Amérique, et même mieux. À bientôt.